On a tous l'impression que le monde actuel est compliqué, non? Mais si les vraies forces qui le façonnent n'étaient pas celles qu'on voit dans les gros titres, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va se pencher sur des réseaux, des idées qui, d'après certaines sources, agissent en coulisses sur la grande scène mondiale. Allez, on plonge dans ce jeu caché. Et ça commence par un constat qu'on partage tous, je pense. Thomas Guenolé le dit très bien. Les guerres, les crises et les foyers de tension se multiplient dans le monde. On a ce sentiment que tout part un peu dans tous les sens, que le monde est de plus en plus chaotique, un peu angoissant même. Et ce n'est pas juste une impression. Les analyses géopolitiques récentes le confirment. La compétition entre les grandes puissances est de plus en plus féroce. On a le terrorisme, la cyberguerre, c'est devenu un véritable champ de bataille. Et par-dessus tout ça, les routes maritimes contestées, la militarisation de l'espace, et bien sûr les crises environnementales et des ressources. Bref, le tableau est chargé. Les menaces s'accumulent de partout. Ok, mais et si tout ça, ce n'était que la partie visible de l'iceberg? Derrière les gros titres qui parlent des États, des armées, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres forces en jeu, des forces plus discrètes qui tirent les ficelles en coulisses? C'est la grande question qu'on va se poser. Et pour essayer d'y répondre, les sources qu'on a étudiées nous orientent vers quelque chose de précis. Un réseau. Un réseau très influent d'acteurs qui ne sont pas des États, mais qui naviguent au sommet de la finance, de la politique et de l'industrie. Alors, un réseau, c'est un peu abstrait, n'est-ce pas? Pour rendre ça plus concret, les rapports mettent en lumière un personnage, un nom qui revient tout le temps, comme une sorte de plaque tournante, Maurice Strong. C'est un homme d'affaires et diplomate canadien, et son histoire va nous servir de fil rouge pour démêler tout ça. Et franchement, la carrière de ce Maurice Strong, elle est assez incroyable. Le type a passé sa vie à la croisée des chemins entre l'écologie, les plus hautes fonctions à l'ONU et l'industrie pétrolière. Oui, oui. Il organise la première grande conférence de l'ONU sur l'environnement en 72 et quelques années plus tard, il est à la tête de Petro-Canada. Puis il revient pour organiser le grand sommet de la Terre de Rio en 92. C'est un parcours pour le moins surprenant. Mais son influence ne s'arrêtait pas là, loin de là. Il était impliqué au plus haut niveau, aux Nations Unies, bien sûr, en tant que sous-secrétaire général, au Forum économique mondial, membre du Conseil, à la Fondation Rockefeller, administrateur, au Conseil de la Terre, cofondateur. On voit bien qu'il n'était pas juste un invité, c'était un pilier, un décisionnaire au cœur de ces institutions mondiales. Et cette image est très parlante. C'est la commission de la Charte de la Terre. À côté de Maurice Strong, qui voit-on? Mikhail Gorbatchev. Rien que ça. Steven Rockefeller. On a là un bon aperçu de ce réseau en action. Des personnalités politiques de premier plan, des membres de la société civile influents, venus du monde entier. La question qui vient tout de suite, c'est qui paye pour tout ça? D'où vient l'argent? Eh bien, d'après les rapports, derrière ces organisations, on retrouve souvent les mêmes grands noms de la philanthropie. La Fondation Rockefeller, encore elle, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Ford ou encore le fonds de George Soros. C'est une véritable constellation de fondations très puissantes qui financent ces projets. Bon, on a vu les gens, on a vu l'argent, mais il faut un moteur. Et le moteur, ici, c'est l'idéologie. Derrière ces réseaux, il y a des idées très précises, des idées qui, selon les sources, ont un but, construire une toute nouvelle vision du monde. Et le mot-clé pour comprendre cette idéologie, c'est le syncrétisme. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. C'est l'idée de mélanger différentes croyances, différentes philosophies, différentes religions pour en créer une nouvelle, une sorte de synthèse. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est là que Maurice Strong revient sur le devant de la scène. Le rapport explique qu'un de ses grands projets, c'était de réunir des leaders de toutes les grandes traditions spirituelles de la planète. L'objectif, les faire converger vers une philosophie commune, que les sources appellent le New Age. Alors attention, pas le New Age des cristaux et de la musique planante. Non, ici on parle d'un projet intellectuel bien plus structuré, qui vise à créer une sorte de spiritualité mondiale, unifiée. Pour bien visualiser ce que c'est, le syncrétisme, regardez ce sceau. C'est celui de la société théosophique. On y voit quoi? L'étoile de David, la svastika, qui est un symbole hindou très ancien, la croix égyptienne Ankh, le serpent Ouroboros. Tout est mélangé. Le message est clair. Toutes les religions, toutes les traditions, au fond, disent la même chose et mènent à une seule vérité. C'est une image très forte pour illustrer cette idée de fusion. D'accord, des idées, des symboles, mais concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne la Charte de la Terre. Selon les sources, ce n'est pas juste un texte de plus sur l'écologie. C'est bien plus ambitieux. C'est présenté comme une sorte de nouveau 10 commandements pour le XXIe siècle. Un code de conduite éthique universelle pour toute l'humanité, basé sur cette fameuse vision syncrétique. Alors maintenant, on va faire le lien.
comment est-ce que toute cette histoire d'idéologie et de réseau se branche sur le monde bien réel de la géopolitique, de la compétition entre les nations? Cette citation de Pierre Charbonnier, elle est faite pour secouer. La seule chose plus dangereuse que la guerre pour la nature et le climat, c'est la paix. Ça semble fou, non? Mais ça introduit une idée assez radicale. L'idée que, jusqu'ici, la paix, c'était la liberté d'exploiter les ressources à fond. Et que demain, la bataille pour protéger ces ressources pourrait devenir en soi une nouvelle forme de conflit, voire une arme. En fait, cette théorie de l'écologie de guerre, elle retourne complètement la table. La puissance d'un pays ne se mesurait plus seulement à son armée, elle se mesurait à sa capacité à contrôler les ressources, à imposer ses normes environnementales au reste du monde, à maîtriser les technologies vertes. Du coup, la transition écologique, ce n'est plus juste une question de sauver la planète, ça devient un enjeu de pouvoir, un vrai. Et attention, on n'est pas dans la science-fiction. C'est très concret. Les sources documentent comment des groupes de pression très organisés poussent pour que ces idées deviennent des lois internationales, des lois contraignantes. Par exemple, faire de l'écocide, la destruction d'un écosystème, un crime international comme un génocide. Mettre en place une taxe carbone mondiale. Ou même donner des droits juridiques à la nature, comme à une personne. Sont des changements absolument gigantesques qui sont sur la table. Et tout ce cadre de pensée, selon les analyses consultées, il serait à la base de concepts dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Le Great Reset, ou la grande réinitialisation promue par le Forum économique mondial, ou encore le Green Deal, le pacte vert européen. De ce point de vue, ce ne sont pas juste des politiques, c'est l'application concrète de toute cette vision du monde. Alors, récapitulons. On a vu un réseau d'influence, une idéologie bien particulière basée sur la fusion et comment tout ça se transforme en un nouvel enjeu de pouvoir. Le paysage mondial est en train de changer sous nos yeux. Et ça nous amène à une dernière question et elle est fondamentale. Regardez, la transformation est assez claire. L'ancienne guerre froide, c'était simple. Les USA contre l'URSS. Un monde bipolaire. Un conflit mené par les États sur un champ de bataille idéologique. Aujourd'hui, on est dans ce que les sources appellent le nouveau grand jeu. C'est multipolaire, USA, Chine, Russie, etc. Le conflit n'est plus mené que par les États, mais aussi par ces fameux réseaux. Et le champ de bataille, eh bien, il est toujours idéologique, mais on y a ajouté l'environnement comme un terrain stratégique majeur. Et tout ça nous laisse avec cette question finale, un peu vertigineuse, dans ce nouveau grand jeu mondial, où les règles sont en train d'être complètement réécrites, avec de nouveaux joueurs et de nouveaux enjeux. Qui tient vraiment le stylo? Qui écrit les règles du jeu? Est-ce que ce sont toujours les États comme avant, ou est-ce que ce sont ces réseaux qui opèrent au-dessus des frontières et qui poussent pour une gouvernance d'un nouveau genre? La question reste ouverte.